je tiens à vous rappeler l'importance de la nécessité d'apprendre à apprendre. Bon, déjà, c'est un complément pour pas mal de ce qu'on appelle les soft skills. Vous avez peut-être déjà entendu parler des soft skills. Allez, on va éviter l'anglicisme, ou en tout cas, on va proposer une alternative à l'anglicisme. Des compétences douces, compétences diffuses. C'est pas les éléments que vous connaissez, que vous êtes les seuls à connaître ou là où vous êtes super spécialisé. Non, ce sont des compétences psychosociales que tout le monde a plus ou moins, qu'on peut plus ou moins développer. Et en apprenant à apprendre, il est nécessaire de développer également la motivation personnelle. Il est nécessaire de développer également l'esprit d'équipe, le travail en équipe, teamwork, au travail en équipe. Évidemment, la résolution de problèmes, hein, cet élément-là. Il est également essentiel de gérer son temps, time management. Les autres compétences douces, les autres soft skills pourront être aussi développées, pourront être nécessaires dans l'apprentissage de l'apprentissage, donc dans la productivité au lycée et en prépa, mais peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Voilà. Donc, je vais cibler rapidement les quatre plus importants, je pense. Je voulais aussi vous dire une chose, et vous avez peut-être déjà lu ça, hein. Ne devenez pas vraiment des machines. C'est ici, hein. Ne devenez pas vraiment des machines. Pourquoi je dis ça? C'est peut-être le vraiment qu'il faut souligner. Vous avez peut-être déjà une idée de pourquoi je dis ça. Je sais que Capitani, je sais pas s'il est là, Capitani. Ouais, il est là. Euh, il aime bien ce mot-là, le mot machine. Ouais, mais c'est une façon de parler, non? Parle, s'il te plaît, parle dans GigaChat. Parlez dans le GigaChat, parce que comme ça, je vois directement les messages. Bon, là, il se trouve que j'ai vu ton message. Mais comme ça, je peux voir en un coup d'œil ce que vous écrivez. En fait, on ne veut pas devenir des obsédés du travail. Ou alors, on ne veut pas devenir des obsédés du travail juste pour le travail. Il ne faut pas perdre de vue tout le reste. La vie n'est pas... surtout, je dirais, peut-être surtout quand on est au lycée. Surtout quand on est au lycée. Ce serait assez malsain, je pense. Il y a une série qui est sortie assez récemment. Peut-être que vous avez entendu parler de Severance. Où j'ai pas regardé la série. Hein. J'ai pas vu la série, mais je sais globalement que vous avez une entreprise qui fait en sorte que ses employés oublient leur vie privée, leur vie perso, lorsqu'ils sont au travail, et vice-versa. Lorsqu'ils sont au travail, lorsqu'ils sont chez eux, ou en tout cas dans leur vie perso, ils oublient leur travail. Ça déconnecte complètement les deux mondes. Et en fait, on n'est pas fait pour ça. Pas absolument, quoi. On n'est pas des machines. Je vous engage pas à être des machines. Je vous engage à être efficace, à être productif, à vous concentrer. Ça, vous allez voir, je vais insister sur ça, hein, notamment dans la deuxième partie. Mais pas à devenir à proprement parler des machines. C'est une métaphore. Hein. Et on peut utiliser ce terme. Hein. D'ailleurs, parfois, c'est bien de pouvoir être locked in, pouvoir être super concentré, mais restons humains. Ne devenons pas vraiment des machines. Ensuite, ça c'est un autre élément. Je sais que cette intro est longue, mais franchement, elle est importante. L'autre élément là, trouvez vos sources d'inspiration et vos alliés, et je vous montre rapidement. Normalement, vous voyez bien. Je vous montre rapidement quelques noms que j'ai jetés rapidement sur des exemples que je vais vous montrer. D'abord, parlons non pas des alliés, mais plutôt des sources d'inspiration et des exemples. Je ne sais pas si vous connaissez Willou, pour ceux qui suivent le foot. Pour moi, c'est un peu une source d'inspiration, je dois l'avouer. C'est un YouTuber foot qui a... Bon, déjà, je pense que c'est le plus intelligent, celui qui a les analyses les plus pointues, les plus précises, les plus passionnantes, celui qui s'exprime le mieux de la sphère footballistique sur YouTube, en tout cas. Et il a la particularité d'être extrêmement productif. Extrêmement productif. Et en plus, je pense qu'il a une vie très saine et heureuse. Il a l'air épanoui. Bon, après, c'est très difficile hein, d'être sûr de ce que vivent nos youtubeurs préférés. Mais voilà, je vais mettre ce screen. Petit exemple
de source d'inspiration, en tout cas pour moi. Autre source d'inspiration, c'est pour moi, mais c'est aussi une recommandation, surtout pour les premières. Je sais que là, il y a plutôt des élèves de l'année dernière donc qui passent en terminale. Camille Toussaint, super excellente prof de français, sur YouTube aussi. Voilà, je voulais vous montrer aussi cette liste parce que, enfin, je voulais vous montrer aussi dans cette liste Camille Toussaint, cette prof qui est sur YouTube, parce que elle fait partie. Alors, on se connaît pas, hein, c'est pas du tout, du copinage, simplement. Son contenu est excellent et donc ça fait partie des choses euh, qui peuvent donner un exemple. Évidemment, pour la motivation, c'est important. Autre prof que j'aime beaucoup, Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien. Récemment, enfin je dis récemment, depuis quelques années, il s'exprime beaucoup sur des sujets qui dépassent largement l'astrophysique. Moi, le Aurélien Barraud que je préfère, c'est celui qui parle d'astrophysique, enfin pas d'astrophysique, mais plutôt qui fait un cours tout public d'initiation à l'astrophysique. Voilà. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez Aurélien Barraud. Toutes mes recommandations, je les mettrai soit aujourd'hui, soit demain sur le serveur. Et pour le replay YouTube, je les mettrai en commentaire. Pas en commentaire, en description. Donc, vous avez ce prof qui c'est à la fois une recommandation et une source d'inspiration. N'hésitez pas à avoir des modèles. Un autre modèle, c'est un autre enseignant. Si vous ne connaissez pas Jean-François Debord, allez jeter un œil. C'est pas un prof d'anatomie. C'est un prof de morphologie qui s'adresse à des apprentis dessinateurs. D'après ce que j'ai compris. Et ces cours, enfin, ça se voit quand même. Regardez un peu il y a peu de vidéos que j'ai pas regardées jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi les bandoulières du dos, je vais y revenir. J'ai raté dans la playlist. Mais c'est pareil, je pense, pour Aurélien Barraud. Hein, il y en a pas beaucoup que j'ai pas regardé dans cette playlist. C'est excellent. Dans les deux cas, c'est vraiment du super contenu. Je pense que je vais pas non plus parler 1000 ans de ça parce que c'est pas ça qui nous occupe. C'est juste, je vous encourage à avoir des sources d'inspiration qui vous motivent à bosser. Ça peut être des amis d'ailleurs. Hein. Après 3000 heures de Pomodoro, voici ce que j'ai découvert. Autre source d'inspiration, ça peut être du contenu. Hein. Alors, je vais revenir un peu sur cette vidéo-là, mais un peu plus tard. Parce que je suis pas d'accord avec tout. Ou plutôt non, je vous le dis tout de suite, il y a un tout petit problème dans sa vidéo, c'est qu'il oublie une chose. Ce youtubeur qui s'appelle N, je connais pas son... Je sais pas si il y a une version longue. Disons N, dans cette vidéo qui est passionnante. Je l'ai regardé en entier, je pense que le screen, je l'avais fait avant, ou je sais pas quoi, ou avec un autre compte. Mais après avoir regardé la vidéo en entier, je me suis dit, mais il oublie peut-être un peu les autres. Il est un petit peu trop locked in, ou il cherche trop à l'être. Et je sais pas, vous allez franchement regarder cette vidéo, elle est passionnante. De toute façon, vous allez retenir des choses, vous allez apprendre des choses fantastiques. Mais il y a un petit peu d'esprit critique. Est-ce qu'il va pas un poil trop loin? Est-ce qu'il n'oublie pas sa santé mentale? Ou est-ce que c'est applicable par tous? Voilà. Est-ce que c'est applicable par vous? Moi, j'ai besoin de moments où je m'ennuie. J'ai besoin de moments où je me détends avec les autres. J'ai besoin de rencontrer de temps en temps aussi d'autres gens. Et ouais, c'est assez extrême comme productivité. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Si vous avez la puissance de faire comme lui et si ça met pas en danger votre bonheur, parce que c'est quand même la valeur la plus importante, allez-y, hein, mais bon, attention quand même. Attention, ne soyons pas des machines littéralement, pas au premier degré, quoi. Autre petite source d'inspiration, science étonnante, j'en profite pour recommander la chaîne, mais surtout cette vidéo, mieux apprendre et étudier les vraies techniques. Bon, il ajoute scientifique, ouais. Bon, c'est fantastique, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, je vais parler un petit peu dans la quatrième partie, la question de la mémorisation. Je vais parler un petit peu de, pas nécessairement de sa vidéo, mais de techniques que j'ai retenues et que j'ai implémentées après avoir vu sa vidéo, ou que j'ai commencé à enseigner après avoir vu sa vidéo. C'est vraiment super. En plus, je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui avait marché dans ma scolarité et dans mes études supérieures, et même ce qui fonctionne encore, c'est ce qu'il recommande. Hein. C'est pas un hasard. C'est des trucs qui sont pas disponibles, enfin,
qui sont disponibles ailleurs que dans cette vidéo, mais qui sont très bien compilés dans sa vidéo. Du reste, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique incroyablement fascinante. Franchement, c'est hyper intéressant. On continue ce petit tour d'horizon et l'autre source d'inspiration. Là, on est à la fois en source d'inspiration et en allié. Vous pouvez avoir des alliés dans votre travail. Vous me reconnaissez là, probablement, c'était l'année dernière, à peu près à la même période de l'année. On faisait une vidéo sur le thème, là c'est un peu caché par le chat, réussir son année de français en première. C'est avec un ami qui s'appelle Max, qui est présent sur le serveur, même s'il n'est pas super actif. Le français sert à rien. Et peut-être que vous avez vu, peut-être que vous l'avez vu un peu l'année dernière, hein, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient investis. On a fait un peu de contenu ensemble. Et c'est extrêmement bien. C'est ce qui m'amène à mon dernier point de l'intro, dernier point important de l'intro. Travaillez pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Vous avez probablement des camarades, des amis. Et d'ailleurs, en fait, je peux vous montrer un élément beaucoup plus simple, hein, ou en tout cas encore plus proche de vous, que vous pouvez utiliser déjà, que vous utilisez tout de suite déjà. C'est ce serveur. Hein. Sur ce serveur, vous êtes invité à ne pas travailler tout seul. Donc voilà. Et puis, je vous montre un autre élément rapidement. Alors le serveur rapidement, voilà, hein, tac. Aller travailler avec les autres. Et puis un autre élément, je vais aller sur OBS juste pour mettre. C'est un truc que je fais rarement. Je vais montrer mon gros crâne. Bah moi, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Hein. N'hésitez pas. Vous avez des alliés. Je suis pas le seul, hein. Mais vous avez des alliés dans votre travail pour vous aider sur bien des aspects de votre travail. Évidemment, moi, je vais pas vous aider dans les détails de vos exercices de maths. Mais je peux vous aider évidemment en français, en philo, et puis je peux vous aider aussi dans ce dont on est en train de parler, les bonnes pratiques pour réussir dans ses études, pour réussir au lycée, en prépa, à la fac, et même peut-être pour réussir un peu plus tard grâce aux compétences douces, aux soft skills dont on a parlé. Voilà. Ben voilà pour l'intro, c'était très long. On passe au grand 1. On passe à la première grande partie, la motivation et l'état d'esprit pour réussir. On a déjà un peu effleuré le sujet quand même. Hein. J'enchaîne sans vous inviter à poser des questions, mais notez des questions si vous en avez. Parce qu'il y a peut-être des éléments là où vous vous dites, mais tiens, il a oublié de parler de ce truc super important pour moi, ou qui me paraît important. Mais bon, voilà, on avance. Le mindset pour le succès. Alors, je vais vous donner un premier exemple. Je pense que j'ai mal. Je pense que l'ordre de mes screens n'est pas le meilleur. Ouais, voilà. Je vais vous donner un premier exemple pour illustrer mon premier point qui est trouver son pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui est dans le développement personnel. On en parle beaucoup, presque trop. Mais avoir un pourquoi, ça vous porte, ça vous motive. C'est-à-dire, le pourquoi, hein, vous le comprenez sans doute déjà, mais je vais le reformuler, c'est la raison pour laquelle vous travaillez. Pourquoi travailler? Il faut d'abord clarifier, c'est ce que j'ai noté là, clarifier, et ensuite exprimer, peut-être qu'on pourrait trouver une autre manière de le dire, c'est verbaliser son pourquoi, écrire son pourquoi. Écrivez-le. Et faites ce travail qui consiste à se demander pourquoi, mais pendant longtemps, même se demander plusieurs fois pourquoi vous travaillez. Et peut-être, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous pouvez quitter le lycée dès maintenant et en fait, il n'y a rien qui vous motive. Ou quitter la prépa dès maintenant. J'espère pas. Je pense que vous allez trouver d'ailleurs des bonnes raisons quand même de persévérer dans ce qui vous anime déjà au moins un peu. Au moins un peu. Et même, vous allez peut-être trouver des raisons très très profondes, très très fortes pour lesquelles vous travaillez. Et d'ailleurs, ça va atteindre des dimensions philosophiques. Et ça, c'est un truc dans lequel on va pas se lancer maintenant pour des raisons de temps. Hein. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent quand je commence à accompagner des élèves, même si on fait du français, même si on fait de la philo, je commence par leur demander pendant longtemps pourquoi ils veulent progresser en français ou en philo. Voilà.
Et il faut y revenir souvent. Le pourquoi il commence là. Travailler toujours avec plaisir et voyager beaucoup sans perdre de vue mes amis et ma famille. C'est pas l'essentiel. Je vais pas tout montrer évidemment. Il y a des éléments beaucoup plus perso. Je vous montre pas tout. Mais et là c'est très superficiel. Mais c'est quand même une des réponses possibles qui peut venir. Et c'est déjà assez personnel en vrai, hein. Voilà. Ensuite, je me suis engagé là dans le même document qui est littéralement un post-it, enfin une petite note que j'ai sur mon bureau, hein, et que je peux lire à chaque fois que je veux. Idéalement, il faut la lire tous les jours, hein. Et ensuite, un engagement. Ça, c'est le deuxième point, hein, sur la feuille de route du cours, là. Donner sa parole et je m'engage à travailler même si. Là, c'est le moment où vous repérez tout ce qui peut vous empêcher de bosser. On va y revenir évidemment dans le grand 2, hein, dans les distractions. Mais déjà, c'est pas mal de bien se connaître et de savoir ce qui peut vous gêner, ce qui peut vous empêcher d'apprendre, vous empêcher de bosser. J'ai un esprit qui est complètement distrait, moi, hein. Je suis très curieux et j'ai pas mal d'idées différentes qui sont des freins, en fait, à mon efficacité, à ma productivité, à mon travail. Si c'est le cas aussi, repérez bien ça, hein. Essayez de passer en mode laser et de ne pas avoir une manière de travailler où vous avez plein de projets en même temps. C'est beau d'avoir plein de projets en même temps, mais il faut les traiter les uns après les autres en réalité. Il faut se concentrer d'abord sur l'un, ensuite sur l'autre, et vraiment faire les choses pas à pas. Les projets, prenez-les les uns après les autres. Et quand je dis projet, je sais que vous avez probablement des projets autres que le lycée ou la prépa où vous êtes peut-être, mais ça peut être préparer un contrôle, ça peut être préparer une éval ou un bac blanc ou le bac. Allez-y petit à petit, matière par matière. Voilà. Il fait beau dehors et je suis curieux de rencontrer des gens, donc il faut que je travaille même malgré cela. Bon, là, on va venir ensuite. Mon emploi du temps me permet aussi de profiter du beau temps. Il faut que vous ayez un emploi du temps qui vous permette de profiter du beau temps, ou même s'il fait moche chez vous, de ce qui peut vous animer et ce qui peut vous faire sortir de chez vous. Vous devez organiser un emploi du temps où vous avez des grands moments où vous sortez de chez vous. Et vous sortez de la bibliothèque, et vous sortez du lycée. Vous restez pas dans des lieux de travail, quoi. Il y a toujours des distractions, les réseaux, l'ami et la famille. Pareil, si j'équilibre bien mon emploi du temps, les amis et la famille, j'ai largement le temps de profiter d'eux. Même si Liverpool joue contre un autre club du Big Six, il faut bosser. Alors ça, j'ai arrêté, heureusement. Et je vais essayer de m'y tenir, ne plus regarder de foot. C'est un truc très perso, bref, on passe. Vous avez sans doute l'équivalent, vous, ça peut être le foot ou autre chose. Ou YouTube. Même si Feldup, on dit Feldup, ou un autre YouTuber fascinant vient de sortir une vidéo, ne pas se laisser distraire pendant les moments où j'ai prévu de travailler. Même si voilà, Age of Empires 2, c'est aussi un jeu que j'adore. J'y ai pas joué depuis longtemps, Dieu merci. Mais c'est parce que je préfère faire d'autres choses. Ça fait pas vraiment partie des objectifs que je veux atteindre d'être bon dans ce jeu-là. Si vous voulez devenir très très fort dans un jeu, si c'est un objectif profond, allez-y, hein. Allez-y vraiment. Mettez du temps à le faire. Faites-le sérieusement. Si c'est pas le cas, non. Si c'est pas le cas, jouez moins. Jouez que quand c'est vraiment un kiff, quand c'est vraiment très plaisant. Voilà. Ensuite, donner sa parole. Je reviens rapidement sur le fait de donner sa parole. C'est là, je vous montre un exemple rapidement de un message que j'ai mis dans digression et hors sujet pour ma progression en calisthénie. En gros, l'idée de donner sa parole, c'est parler aux autres. Là, c'est un exemple sur le serveur. Bon, vous vous en foutez complètement de mes engagements, hein. Vous vous en foutez complètement et c'est très bien. Mais parlez aussi à engagez-vous aussi auprès de gens qui vous sont chers, des gens dont le regard qu'ils portent sur vous compte beaucoup. Voilà, c'est ça. Donnez votre parole aux gens dont le regard qu'ils portent sur vous compte beaucoup. Et peut-être aussi des gens moins importants dans votre vie, hein. Voilà. D'ailleurs, franchement, ça m'a pas mal aidé de faire ce post, hein, de faire ce message sur le serveur. Maintenant, je suis particulièrement motivé, peut-être un peu plus que si je l'avais pas fait, hein.
pour la progression en calisthénie. Voilà, on passe au point suivant. Valoriser les petites victoires, ce qu'on appelle les quick wins. Franchement, il faut le faire et je vous montre rapidement juste un exemple de comment le faire. Bon, déjà, profondément, soyez satisfait quand vous avez bossé 20 minutes. Déjà ça, allez-y, célébrez-vous, vantez-vous, c'est déjà bien. Ce sont des petites victoires. Quand vous avez réussi à prendre une petite bonne une habitude, même si c'est 5 minutes juste pour relire son cours le soir, 5 minutes pour relire son cours de maths ou de philo le soir, ça, mais franchement, vous êtes les meilleurs, vous êtes sur la bonne voie. C'est une vraie victoire. Et puis aussi, un autre exemple, quand vous faites des listes de choses à faire, faites-en, c'est excellent. Hein. Quand vous faites une to-do list, ça c'est un screen d'une to-do list que j'ai faite il y a longtemps. Je pense qu'on était en mois de mai. On était au mois de mai, bon, 2025, on s'en fiche. Là, vous voyez que en fait, j'ai décomposé des choses qui sont très liées. Par exemple, j'avais prévu, je devais annoncer les cours collectifs du mois de juin, les publier sur mon site, les publier sur Insta, les envoyer par mail. Mais en fait, ça a fait à chaque fois des tâches différentes. Ce qui fait que j'ai pu valider, j'ai pu cocher des tâches à 5 minutes d'écart. Ça m'a pas pris beaucoup de temps de publier sur Insta et d'envoyer des mails. Donc, ça a fait, bon, ça allonge votre liste de choses à faire, mais en fait, vous faites beaucoup plus de choses et c'est satisfaisant. C'est profondément satisfaisant. Gamifiez un peu votre vie. Vraiment, gamifiez votre vie, rendez-la, fonctionnez par petits objectifs, petits accomplissements successifs. Pareil là, créer un compte Ko-fi, peu importe, on rentre pas dans les détails. Créer mon compte Ko-fi et partager Ko-fi sur Discord et sur YouTube. Ça, c'est des éléments qui étaient, j'aurais pu les mettre dans la même ligne en fait, mais j'ai séparé ces deux lignes. Pareil, analyse linéaire pour un élève, expli linéaire pour un autre élève et pour encore un autre élève. J'ai pas mis préparer 3 explis linéaires. J'ai mis à chaque fois les explis linéaires différents. Voilà. Quoi d'autre? Bon, le reste, c'est pas très intéressant. Ah si, aussi, j'ai délégué. Apprenez à partager le travail quand vous pouvez. Bon, c'est pas toujours pertinent quand on apprend. Mais voilà, ça, je travaillais avec Lisa. Ça, c'est quelque chose que je lui ai demandé de faire. Pareil pour l'élément suivant. Travailler avec les autres. Bon, ça, c'est pas forcément une chose que vous pouvez faire. Déléguer, c'est pas nécessairement un truc que vous pouvez faire, mais travailler avec autrui, c'est pas laisser les autres travailler pour vous, hein. Mais c'est extrêmement vertueux, ne serait-ce que parce que ça rejoint l'engagement, le fait de donner sa parole. Quand vous dites à quelqu'un, tiens, je vais ficher ou plutôt je vais lire ce livre en prenant des notes et je te ferai un compte rendu après, mais vous n'avez plus le choix. Vous devez être capable, dans 2 semaines, de faire un compte rendu sur ce bouquin. Et grâce à cet engagement, grâce à cette relation de travail que vous avez avec quelqu'un, avec un ami, avec un camarade, même quelqu'un que vous aimez pas beaucoup mais qui travaille bien, franchement, c'est génial de faire ça. Bon, idéalement, c'est quand même quelqu'un que vous appréciez et que vous admirez d'une certaine manière. On arrive au point suivant. Celui-là, j'en ai carrément fait une slide. Fait vaut mieux que parfait. Fait est infiniment supérieur à parfait, puisque rien n'est parfait et c'est le grand défaut des perfectionnistes. Ils n'atteignent jamais, au fond, la perfection et ils ne font pas grand-chose ou sont facilement paralysés et beaucoup moins productifs. Donc il faut faire les choses même si c'est bâclé, même si c'est pas parfait. Franchement, ça vaut mieux de rendre un travail ou d'accomplir une chose mal, pas de manière complètement satisfaisante, mais de le faire quand même. Surtout lorsqu'on veut progresser. Surtout lorsqu'on est en train d'apprendre et lorsqu'on a de l'humilité. J'arrive au point de l'humilité juste après. Il vaut mieux faire sans que ce soit parfait. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille d'un point de vue personnel. Je ne sais pas où vous en êtes, mais n'attendez pas que ce soit fait, que ce soit parfait pour finir quelque chose. Il faut juste que ce soit fait. On arrive à la confiance. Vous l'avez vu depuis longtemps parce que je l'ai écrit en gros celui-là. Du reste, les autres lignes, peut-être que vous avez du mal à lire. Hein. J'espère que c'est quand même bien lisible depuis le début. La confiance, c'est essentiellement la confiance en soi et envers les autres, et les deux vont ensemble. On va plutôt évoquer là, à travers la recommandation que je vous donne ici, on va plutôt évoquer la confiance en soi. Cette chaîne, c'est Le Dolmen, et c'est un YouTuber qui fait des très bonnes vidéos, et celle-là, je vous la recommande. Comment terrasser son dragon, confiance en soi.
jolie Minia, bref, elle est super et je pense que ça, c'est quelque chose que je pourrais détailler, enfin, c'est quelque chose que je détaille souvent avec les élèves quand je les ai en accompagnement, en suivi personnalisé. Mais ici, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. J'ai noté en dessous quand même transformer les croyances limitantes en ego boost. Alors là, je reprends une formule du développement personnel. D'ailleurs, il y a beaucoup de formules du développement personnel qui sont un peu creuses. Celle-là, elle l'est un peu, hein. Mais ça aide énormément Je vous explique la démarche rapidement. C'est une démarche que je fais avec les élèves et je les accompagne, hein. On le fait ensemble souvent. Mais là, je vous explique rapidement. On note toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on a, toutes les choses qui nous contraignent, toutes les pensées qui nous découragent. Et même aussi ce qui nous fait souffrir, toutes les douleurs. Bon, donc pour le faire, il faut vraiment être dans un état, il faut vraiment accepter de faire cette démarche. Et ensuite, sans se bercer d'illusions, on va retourner ces croyances limitantes, comme on peut les appeler, en qualité. En qualité. Et c'est facile à faire. C'est possible de le faire. Ça prend un peu de temps. Je pense qu'il faut le faire en 20-30 minutes minimum. On va dire 20 minutes minimum. Je sais pas si j'ai fait un screen. Non, j'ai pas fait de screen, mais moi je l'ai fait. Je pense que j'ai pas fait de screen parce que c'est un peu personnel aussi comme travail. J'ai des élèves qui préfèrent le faire hors du cours. Et j'ai des élèves qui sont OK pour le faire pendant le cours. Et ça, c'est super. Mais souvent, l'élève par lui-même se remotive et ne voit pas comme une fatalité les sales notes qu'il a eues l'année dernière ou le mois dernier en maths. Et c'est un truc que j'aurais dû faire, moi, quand j'étais au lycée, quand j'ai lâché les maths. Bon, pas très grave, hein, il faut pas regretter. Mais moi, je vais complètement. J'étais à des années-lumière de faire ce genre de démarche à l'époque. Faites-la vous, ça vous permettra de ne pas lâcher ce qui vous tient à cœur, en fait. Aussi, bon, peut-être que les maths, d'un point de vue personnel, ne me tenaient pas à cœur, donc c'est pour ça. Mais il faut vraiment se poser la question. De même, si il y a une grande difficulté que vous avez à l'oral, en l'expression orale, et si vous pensez que vous n'êtes pas captivant, que vous êtes ennuyant quand vous prenez la parole, réfléchissez-y de manière à changer ce défaut que vous trouvez ou cette peur que vous avez à s'exprimer devant quelqu'un, parfois un public. Transformez-la en qualité et faites-en un ego boost qui va vous permettre de vous défier, ensuite de vous mettre au défi et petit à petit de reprendre confiance lorsque vous prenez la parole devant les autres. Bon, je pense que vous n'êtes pas à zéro à ce niveau-là, puisque pour tous ceux qui sont là, vous avez déjà passé l'oral de français, vous avez déjà de toute façon passé l'oral du brevet, donc vous avez déjà commencé à vaincre si vous en aviez des petits freins, des peurs de prise de parole. Mais c'est un chemin qui est très long. Franchement, c'est un chemin qui est extrêmement long et sur lequel on doit souvent travailler et retravailler encore pour s'améliorer en expression orale, en prise de parole. On passe au point suivant. Alors, je ne sais pas si vous avez la référence, c'est l'humilité, et pour l'illustrer, j'ai mis ce mot affiché dans le vestiaire du Paris Saint-Germain par Edinson Cavani. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont la ref. Après la remontada, donc la défaite du PSG contre le Barça, je suis pas sûr de retrouver l'année. Mais c'était il y a longtemps, peut-être que vous vous souvenez pas de ça, ou c'est peut-être pas un élément important. Bref, après avoir pris une énorme gifle, vraiment un résultat très 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 décevant. Vous voyez le rapport, hein, un résultat très très décevant. Vous voyez le rapport avec le lycée, la prépa. Hein, vous pouvez avoir des résultats très décevants. Ce joueur, Edinson Cavani, un excellent avant-centre, qui est passé par le Paris Saint-Germain notamment, a rappelé à ses coéquipiers qu'il fallait de l'humilité. Que non seulement, c'est peut-être ça qui avait péché, c'est peut-être par manque d'humilité que le résultat n'a pas été au rendez-vous, mais en plus, pour remonter la pente, il faut l'humilité. On n'apprend pas si on pense tout savoir, c'est évident, et on ne s'exerce pas si on se surestime. On ne fait pas le travail, on n'a plus de motivation si on n'a pas d'humilité. Et au fond, la force de travail, on la trouve dans cette humilité. Voilà. Qui n'est pas
l'humilité, c'est pas une conscience de ses faiblesses. Hein. C'est une conscience de ne pas être très grand, d'être petit, d'être par nature incomplet, imparfait. Imparfait, ouais. Voilà. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas incompatible avec le fait d'avoir confiance. C'est pas incompatible avec le fait de célébrer ses propres qualités. Je pense que c'est pas du tout incompatible. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. C'est pour ça que j'ai mis confiance et humilité et non pas mais humilité parce que ça ne s'oppose pas. Ça s'oppose pas. De manière générale, quand on parle de productivité, d'estime de soi, quand on parle d'état d'esprit, ne mettez jamais de mais. C'est encore un truc de développement personnel un peu à deux balles quand c'est mal dit, mais je pense qu'il y a quelque chose de très fort à en tirer. Quand vous pensez à votre état d'esprit ou quand vous façonnez votre mindset, ne mettez jamais de mais que des et. Le mais n'est pas inutile, hein. Attention. Hein. D'ailleurs, le mais n'est pas du tout inutile, mais pas lorsqu'il s'agit de votre rapport au travail et de votre rapport à l'apprentissage. Là, vous n'avez pas le droit au mais. Mais dans le cadre d'une dissertation, le mais peut être très très bienvenu, par exemple. Hein. C'est un terme que j'utilise souvent et que je vous engage à souvent utiliser, c'est hyper pratique. Voilà, et l'humilité aussi, bon, c'est important pour le fait de... Là, ça, je vais pas trop y revenir parce qu'on en a déjà parlé. Vous n'êtes pas seul, je vous l'ai déjà rappelé. Hein. Vous avez des alliés, vous pouvez toujours vous en faire, si vous n'en avez pas assez d'ailleurs. Hein. Vous avez des alliés dans votre travail, des gens qui sont là pour apprendre avec vous, qui sont là aussi pour vous apprendre des choses, comme vos profs, et puis aussi des gens à qui vous pouvez apprendre. Utilisez les gens qui sont... Enfin, c'est pas très bien d'utiliser les gens, mais plutôt aider ceux qui sont moins avancés que vous, qui n'ont pas encore vos qualités et vos compétences, pour les leur enseigner. Donc, plutôt aidez-les en leur enseignant ce que vous savez, ce que vous savez déjà faire, et ça va vous aider. Ça va énormément vous aider. On va y arriver très rapidement. De toute façon, à partir de maintenant, j'accélère un peu. On passe au point numéro 2. Combattre nos distractions et gagner en productivité. Là, on parle rapidement du deep work. Pour ce qui est des slides, là, on arrête. Hein. Puisque tout simplement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire des slides jusqu'au bout. Je crois que j'en ai fait 18, quelque chose comme ça. Mais je vais illustrer les choses avec les différents onglets de mon navigateur là. Je vais quand même continuer à essayer de rendre les choses un peu illustrées. D'ailleurs, le bouquin dont je vous parlais de Cal Newport, qui s'appelle Deep Work, le voilà. C'est un livre qui nous dit en somme, qui nous dit que l'expérience de la concentration au travail, du travail profond, comme on peut le traduire, est une expérience de très grande valeur et très rare. Mais on peut la favoriser. On peut essayer de la vivre au moins, franchement, 2 heures par jour, c'est déjà énorme. Hein. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il dit que c'est difficile de faire plus de 2 heures par jour et que c'est déjà un exploit de réussir à trouver ce qu'il appelle le flow, ce que j'appelle la zone, pendant 2 heures par jour. Mais pour le favoriser, il faut combattre les réseaux sociaux. Franchement, c'est un des trucs mais les plus importants. Combattre les réseaux sociaux. Et j'ai mis l'information, ce que je veux dire par là, c'est le surplus d'informations. Pour ça, je peux vous parler d'une appli qui s'appelle Forest, que j'utilisais beaucoup. Franchement, j'étais en permanence sur cette appli quand j'étais en train de préparer la Greg, et je m'y suis remis très récemment. C'est une appli que vous connaissez peut-être déjà. Je vous montre rapidement. Alors, j'ai aussi le plugin là, mais franchement, c'est pas très... là, vous le voyez pas parce qu'il est derrière ma tête. Mais le plugin sur Chrome, il est pas très utile. Je vous conseille plutôt d'avoir l'appli. Et en fait, l'intérêt, c'est que c'est pas juste une appli qui vous limite dans les réseaux sociaux ou qui les interrompt. Ouais, bon, alors, au reste, il faut peut-être que je mette app. Ouais. C'est que vous devez l'ouvrir et que vous n'avez pas le droit de la fermer. Lorsque vous avez lancé une session de concentration, de travail, vous lancez l'appli, vous plantez un arbre qui va petit à petit grandir et vous n'avez pas le droit d'utiliser votre téléphone pendant ce temps-là. Donc c'est génial. Donc c'est super. Et en plus, ça permet quand même de ne pas avoir la radicalité de supprimer tous vos réseaux sociaux et tout ce qui vous distrait. Comme ça, vous pouvez
simplement compartimenter votre temps. Si jamais vous utilisez votre téléphone alors que vous avez prévu de vous concentrer pendant un certain temps, eh bien, votre arbre va pourrir et votre forêt sera moche. Bon, c'est un peu une gamification du travail. Franchement, super appli. Je ne sais pas à quel point je lui dois d'avoir réussi l'agrégation, mais peut-être beaucoup. Parce que franchement, j'étais en permanence sur cette appli à cette époque-là. Et là, je m'y remets et ça m'aide à nouveau. Voilà, petit conseil. Je vous mettrai encore une fois tout ça, je vous ferai un récap de tous mes conseils, que ce soit des applis, et des vidéos ou des bouquins. Ça, Social Focus, c'est un plugin qui est là. Encore une fois, vous ne voyez pas très bien, mais c'est ce plugin que j'ai sur Chrome. J'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent sur ordi. Et en fait, grâce à ce petit plugin, vous aimez peut-être déjà avoir des plugins. Moi, franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai plein, mais ils sont pas tous affichés là, hein. Ça rend vraiment le travail beaucoup plus efficace si on les utilise bien. Et en fait, voilà, bon, j'en ai des tonnes. L'intérêt de celui-là, c'est que lorsque vous le paramétrez, vous pouvez faire en sorte, quand vous ouvrez une page YouTube, Insta, Facebook, bon déjà vous pouvez faire en sorte de les bloquer. Moi, Facebook, Insta et YouTube, je suis obligé de les ouvrir de temps en temps parce que je bosse un peu dessus. C'est pas payant, non. C'est carrément gratuit. Forest aussi, je sais pas si la question portait sur Forest ou sur Social Focus, mais là, ça c'est ma page d'accueil YouTube. J'ai pas les minias sur lesquels je vais cliquer. Donc quand je bosse, j'ai pas toutes ces choses qui m'attirent l'œil. Et donc, je peux juste uploader des vidéos sur Insta. Enfin, presque que. Je peux répondre aux messages, regarder mes notifs, tac. Je devrais peut-être pas de regarder mes notifs avec vous. Non, c'est bon, il n'y a rien de gênant. Je peux créer. Tac. Et pareil pour Facebook. Je peux publier des trucs. Mais sinon, j'ai rien qui me dérange. Bon, de toute façon, Facebook, j'y vais pas. Sauf pour bosser. Ça me distrait moins. Voilà. Mais YouTube et Insta, ouais, sont des sources de distraction, mais terribles quand on veut bosser. Évidemment, on peut le désactiver, hein. On peut désactiver si jamais on veut retrouver, si jamais on n'est pas en train de bosser. Et si on veut se regarder une vidéo de Feldup, par exemple. Dernier petit conseil, ScreenZen 100%. Ça, c'est un truc que j'utilise pas, mais je sais que c'est bien. ScreenZen 100%, c'est une app sur téléphone. Et ça, franchement, je vais le tenter. Je pense que je vais l'essayer parce que le concept est trop bien. C'est que vous avez le droit d'ouvrir les applications que vous avez choisies un certain nombre de fois par jour. Vous pouvez choisir ce nombre de fois. Et après, c'est bloqué. Évidemment, tout est paramétrable, hein. Mais c'est pas mal, je pense, parce que mettons que moi, je veux quand même de temps en temps aller sur YouTube sur mon téléphone, donc utiliser l'app, ou aller sur Insta sur mon téléphone de temps en temps, ou TikTok pour bosser, parce que vous le savez peut-être, je bosse un petit peu avec TikTok. C'est très légèrement, mais bon, voilà. Mais donc, j'ai le droit de l'ouvrir que 5 fois par jour. Et en vrai, 5 fois par jour, ça suffit. Enfin, si j'implémente ça, et je pense que je vais le faire, si je le fais 5 fois par jour, ça me suffira largement pour bosser, pour le travail que j'ai à faire. Alors que si c'est en illimité, bah, je risque de me perdre, comme tout le monde. Parce qu'on est une espèce distraite, hein. Franchement, c'est pas une faiblesse. Il faut accepter d'avoir besoin de ces choses-là. On est une espèce extrêmement distraite. Voilà. Alors, on revient au deep work et à ce qu'on appelle, ce que Cal Newport appelle le flow. Je ne sais pas si c'est lui, je pense pas que ce soit lui en particulier, mais c'est un terme qu'on retrouve souvent. Pour entrer dans le flow ou dans la zone de travail, pour se lock-in, comme on dit aussi, il faut ritualiser le travail. Il faut ritualiser le travail. J'écoute toujours les mêmes musiques pour me mettre à bosser. Parfois, je m'autorise des petites échappées ailleurs, mais souvent, je vous montre ça parce que c'est une petite reco au passage. Cette chaîne, ils font des super musiques à partir de jeux vidéo. Pas seulement de jeux vidéo, il y a aussi des musiques des films du studio Ghibli, par exemple. C'est génial. Donc je me mets leur playlist. Il y en a pas mal quand même, hein. Et souvent, je remets les mêmes. Et CryoCrypt, ça c'est excellent aussi. Et ça met dans un état de travail. Et je pense que c'est lié à la ritualisation. Ça met dans un état propice au boulot. CryoCrypt, c'est fantastique également pour bosser. En plus, ils ont des visuels qui sont magnifiques.
Ouais, ils sont très stylés. Ritualiser le travail, ça peut aussi passer par la lumière. Franchement, ça peut passer par la lumière. Associer telle lumière sur votre bureau au fait de bosser. Ça peut être génial, ça. C'est ce qu'on appelle la kinesthésie. La kinesthésie, non, ça c'est pas la kinesthésie. La kinesthésie, c'est l'essence du toucher, plus précisément. Et d'ailleurs, ça peut faire partie de la ritualisation du travail. Quand on travaille souvent avec le même stylo, avec le même objet, moi je travaille très souvent sur mon ordi évidemment, mais aussi avec cette tablette. Travailler souvent avec ça, ça me remet dans la zone, ou en tout cas ça favorise le fait de rentrer à nouveau dans le flow de concentration propice au travail. Voilà. J'espère que c'est clair. Franchement, pensez à ça. On pourra explorer ça ensemble après. Ritualiser le travail, mais c'est essentiel pour réussir à se concentrer. Faire des pauses, ça c'est un truc que ceux qui sont familiers avec Pomodoro, ils connaissent. Hein. Ouais, les fournitures scolaires, ouais, c'est ce que je disais, les fournitures scolaires, c'est pas un petit détail. Hein. Non, ça peut garantir la concentration, la favoriser, comme je le disais. Faire des pauses, donc pour ceux qui connaissent Pomodoro, c'est un concept, c'est une manière de travailler qui est basée sur ça. Euh, et il y a énormément de vertus à faire des pauses. Lorsque vous faites une session de travail, faites des pauses toutes les 50 minutes au minimum. Toutes les 50 minutes, imposez-vous une pause de 5 minutes. Et vous pouvez faire une pause même toutes les 30, toutes les 20 minutes. Faites dans ce cas-là peut-être une pause un peu plus courte. Mais 25, 25, 20, c'est déjà très bien. C'est une très belle session de travail, ça. Et obligez-vous à regarder ailleurs que proche de vous. Parce que quand vous bossez, vous êtes soit sur un livre, soit sur un cahier, soit sur un ordi. Enfin, vous regardez proche de vous. Mais en fait, pendant votre pause, regardez à 7 mètres minimum. Je donne ce chiffre, ça paraît un peu absurde parce que je l'ai vu dans des recherches. Regardez à minimum 7 mètres. C'est bon pour la vue. C'est bon aussi pour aérer l'esprit. Et aussi pour se concentrer et pour être plus efficace, appliquer la loi dont je vous ai déjà parlé, le principe ou la loi de Pareto. C'est un Italien qui, je crois que c'est un économiste, ouais, Pareto, c'est un économiste italien qui s'est rendu compte que bien souvent, 20% des causes produisent 80% des résultats. 20% des causes produisent 80% des effets. On pourrait le dire effets ou résultats. Donc, lorsque vous avez quelque chose à faire, surtout si vous avez peu de temps, et c'est souvent le cas, c'est très souvent le cas, prenez quelques minutes pour repérer quel pourcentage de votre travail à accomplir va être le plus efficace, le plus rémunérateur. Pas en termes d'argent, hein. Quand je dis rémunérateur, c'est plutôt va garantir les meilleurs résultats. Voilà, la plus grande partie des résultats. Pour ce qui est de la dissertation de philo ou de français, c'est très très clair. Hein, et je vous l'ai déjà dit l'année dernière, c'est très très clair. Les 20% qu'il faut faire, c'est faire des dissertes. C'est analyser des sujets et écrire des dissertes après avoir analysé des sujets. Analyser sujets de disserte. Je vous le note ici parce que c'est quand même ce que j'enseigne. Analyser des sujets et écrire des dissertes. Et on pourrait se dire, mais c'est évident. Et sauf que personne fait ça. Personne fait ça. Et oui, c'est évident. Hein. Mais en fait, ce que vous faites, ce que vous font faire les profs aussi, hein, c'est lire des livres de philo. Ce qui est bien, hein, mais ça fait partie de ce qui n'est pas extrêmement efficace pour réussir votre disserte de philo. Mais les bons élèves, c'est ce qu'ils font en tout cas. Hein. Autre chose que font les bons élèves, à part lire des livres de philo, ce qui est, franchement, je vous conseille de le faire. Hein. Mais sachez que ça ne fait pas partie du plus efficace quand vous êtes dans le rush, quand vous avez une deadline, une éval, et a fortiori le bac. Ne vous concentrez pas sur la relecture d'un dialogue de Platon. Analysez des sujets. Et je me rends compte que comme je parlais en même temps, j'ai écrit un peu n'importe quoi. Bref, j'efface. Lorsque vous avez vraiment, lorsque l'échéance se rapproche, arrêtez de faire des fiches aussi. Arrêtez de faire des fiches. Ça sert plus du tout à rien. Entraînez-vous à ce que vous allez avoir à faire le jour J. Voilà, bon là je me suis un peu égaré parce que je suis rentré dans un domaine plus précis, qui est la préparation d'une dissertation.
mais c'est une illustration de la loi de Pareto, qui n'est peut-être pas une loi gravée dans le marbre. Il y a plein de débats à ce sujet. Hein. C'est pas absolument sûr que ce soit le truc ultime pour apprendre. Enfin, que ce rapport 20-80, à mon avis, parfois on peut le mettre à défaut. Hein. Surtout ce pourcentage précis. Voilà. Parfois, quand on est tellement focus sur ce qu'on fait, on oublie de faire des pauses. Ouais, exactement. Ouais, moi, ça m'arrive souvent. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Si vous êtes vraiment très focus, allez-y. Hein. En fait, ça, c'est un truc auquel j'allais arriver justement dans le 3. Si vous êtes vraiment très focus et que c'est pas dur de continuer, faites une petite pause pour préserver vos yeux, peut-être. Pour préserver vos yeux, mais prenez, en gros, vous êtes dans un momentum, saisissez le kairos. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ça, mais en philo, cette année, je vais vous en parler, probablement. Saisissez le momentum, la motivation quand elle passe, prenez-la. Hein. Et la concentration, si vous pouvez rester dedans, bon, gardez-la quand même. C'est un truc sur lequel j'allais arriver justement en parlant de la gestion des temps forts, temps faibles. D'abord, je vous parle quand même du plus important. Et franchement, là, je vous donne un truc qui a énormément de valeur. Maintenant, écoutez bien, prenez des notes. Vous avez un problème de taille, puisque vous êtes au lycée ou en prépa. Je ne sais pas si Jeanne est là, élève de prépa, peu importe. Je vois pas les intervenants là. Bref, je pense que vous êtes au lycée puisqu'elle doit pas être là. Vous avez un emploi du temps beaucoup trop chargé, mais vraiment beaucoup trop chargé. C'est impossible d'envisager que vous travaillez comme des gens normaux. Enfin, comme des gens normaux, comme des adultes, quoi. Vous pouvez pas gérer votre temps comme vous voulez. Vous avez un emploi du temps qui vous ennuie énormément. Donc, on va y remédier. On va devoir faire avec ces 6, 7, 8 heures par jour. Après 6, 7, 8 heures de travail, vous n'êtes pas censé retravailler. Pourtant, on vous demande de retravailler ensuite chez vous. Vous allez devoir le faire un petit peu, mais pas trop. Vous n'allez pas travailler beaucoup chez vous le soir. Je pense qu'1h30 va suffire. Peut-être certains jours, vous allez jusqu'à 2 heures. Mais si vous devez faire 3 heures, il y a un gros problème. Après, où est le temps de sommeil? Où est le temps pour manger? Où est le temps pour avoir des activités sportives? Où est le temps pour avoir une vie sociale? Où est le temps pour vos amis, pour votre famille, pour vos responsabilités? Vous avez beau être jeune, vous avez sûrement des responsabilités, mais peut-être pas immenses, peut-être pour certains immenses. Hein. Enfin, c'est impossible. Face à cet obstacle, ce que vous allez faire, c'est que chaque heure dans votre emploi du temps, c'est peut-être que c'est la première fois de votre vie que vous allez le faire, mais chacune de ces heures-là, vous allez vraiment travailler. Vous n'allez pas juste suivre le cours. Vous allez travailler la matière, de préférence quand même. Hein, travaillez pas une autre matière que la matière du cours, même si le prof est vraiment nul ou même si l'activité du jour est particulièrement ennuyante. Vous allez vraiment travailler. Donc ça veut dire que vous allez essayer de vous concentrer le plus possible pendant chacune des heures de cours. C'est peut-être déjà le cas, mais ce que je veux dire, c'est même si votre prof de philo est vraiment ennuyant, même s'il parle à 2 à l'heure et qu'il n'arrive pas à gérer la concentration des autres élèves, donc si c'est le bordel en cours par exemple, vous allez travailler. Vous n'avez pas le choix en fait. Si vous voulez vraiment gérer votre temps, basez-vous sur votre emploi du temps. Il va déterminer une grande partie de votre temps de travail et entre guillemets, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc faites ça. Et ça veut dire que même si tout le monde est déconcentré, même si c'est n'importe quoi, vous allez tirer un maximum de profit du cours, du temps de cours. Il y a 2 moyens de le faire. Soit le cours est bien, donc là vous êtes super concentré, vous prenez des notes, vous participez, vous interagissez, vous faites comme le ferait un bon élève, vous prenez votre costume de bon élève et vous participez énormément, vous essayez de retenir les choses, vous investissez, vous participez aussi aux activités, à tout ce qui est proposé, vous êtes volontaire presque tout le temps. Vous laissez un tout petit peu de place pour les autres aussi, hein, mais soyez volontaire presque tout le temps. Ça, c'est bien, dans le cas où le cours est très bon. Si le cours est juste moyen, alors ça, c'est souvent le cas. Hein. Vous avez un cours, c'est pas juste le prof qui est moyen, hein, c'est l'atmosphère de classe, l'ambiance de classe.
Aussi la matière, hein, peut-être que la matière vous plaît pas énormément. Si c'est moyen, tirez un maximum profit de ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire que même si le prof est pas parfait, il y a forcément des trucs bien dans son enseignement. Il y a quand même des choses à prendre. Vous tirez un maximum profit de cela. Voilà. Vous allez essayer de le faire le plus possible. On pourra y revenir après dans les questions si vous voulez. Troisième cas de figure, le cours est désastreux. Soit parce que le prof est nul, soit parce que votre classe est nulle, l'atmosphère de classe est pas propice au boulot, soit parce que la matière est vraiment pas intéressante, vous regrettez d'avoir choisi cette spé ou que sais-je, ou un cumul de ces 3 différentes raisons. Si le cours est vraiment nul, alors dans ce cas, vous vous mettez dans votre zone, un peu dans votre coin, et vous bossez. Ça m'est arrivé quelquefois de devoir faire ça. Hein. Et vous bossez dans votre coin. C'est-à-dire que c'est votre temps de travail, c'est pas un temps juste à tuer. Et comme ça, vous arrêtez de vous ennuyer au lycée. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez fait presque tout votre travail de la journée. Et vous avez du temps pour autre chose. Voilà, c'est votre travail. Expliquez ça à vos parents. Hein. Et ils vont le voir dans vos résultats. Parce que si vous le faites, ça va vraiment fonctionner. Expliquez ça à vos parents. Vous ne bossez pas beaucoup le soir parce que vous avez bossé au lycée toute la journée. Et même, vous devez rentrer harassé, mais pas harassé parce que vous avez passé une journée socialement très très riche, mais parce que vous avez énormément travaillé. Après, si votre journée est socialement riche, c'est très bien. Au passage, ça c'est un truc qui concerne plutôt la mémoire. Donc, je vais y arriver un peu après, mais au passage, après chaque cours, pendant les pauses, quand vous avez 5 minutes ou 15 minutes de pause, pour la mémoire, pour retenir le cours, pour retenir un maximum de choses du cours, au moins un élément du cours, expliquez-le, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Vous réexpliquez votre cours. Soit à un ami qui a suivi le même cours ou un autre, peu importe, soit à vous-même. Vous notez ce que vous voulez retenir du cours. Soyez bref, hein, soyez synthétique à ce moment-là. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Ça, c'est une manière de réactiver votre mémoire une première fois. Et comme ça, vous allez combattre la courbe de l'oubli. Comme ça, vous allez oublier moins de choses et moins vite. Et ensuite, vous allez le réactiver 3 jours après ou le soir même. Idéalement le soir même, mais sinon 3 jours après, c'est bien aussi pour combattre la courbe de l'oubli. Voilà. Donc, le remède à votre problème d'un emploi du temps surchargé, c'est en fait, vous allez l'employer vraiment intensément, cet emploi du temps. Même si y a des cours qui sont nuls, même s'il est mal fait, cet emploi du temps, vous allez l'employer le plus intensément possible. Il y a peut-être des questions sur ce point-là, je vous laisserai les poser après si vous voulez. Mais j'avance sur la gestion des temps forts et des temps faibles. Ça, c'est à 2 échelles. Vous pouvez avoir des temps forts à l'échelle d'une journée et des temps faibles dans cette même journée. Des temps forts de travail, des temps de motivation et de concentration forts, vous en tirez un maximum. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez tirer un maximum de ces temps forts. Et les temps faibles, vous allez les repérer, apprendre à savoir quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas concentré, quand vous n'êtes pas motivé, et vous allez essayer de les combattre, vous allez les réduire le plus possible. Donc ça, c'est valable à l'échelle de la journée, mais aussi à l'échelle de l'année. Parce qu'à l'échelle de l'année, vous aurez des temps faibles. Là, vous êtes probablement motivé, vous êtes ici un 19 août, vous êtes probablement motivé, voire très motivé. Mais c'est possible que cette année, vous soyez malade pendant 2 semaines. Moi, je passe rarement une année sans être malade pendant 2 semaines. C'est hyper rare. Vous allez devoir gérer des temps où vous allez être physiquement ou moralement un peu affecté ou très affecté. Il y aura des temps faibles. Il faut apprendre à les repérer, à vous dire, ok, je suis dans un temps faible, je bosse pas. Je bosse pas et je profiterai de mes temps forts après. Évidemment, dans cette gestion des temps forts, temps faibles, faites quand même en sorte d'avoir des temps forts de travail. Le mieux, c'est quand même avant les échéances importantes. Faites en sorte, si possible, de placer ces temps forts avant les échéances importantes. On est toujours beaucoup plus productif avant les échéances importantes. Un peu stressé, donc ça peut vous booster, ça peut favoriser votre productivité avant les échéances importantes. Et j'oublie à chaque fois à quel point c'est difficile d'écrire et de parler en même temps. On passe au 4e point, sachant que je suis un peu en retard, voire très en retard. Le piège de la mémoire, ça je vais aller très vite, mais c'est un sujet que je développe avec mes élèves en cours particulier beaucoup plus longuement.
Le piège de la mémoire, c'est que vous êtes pas là pour apprendre par cœur. Il y a très peu de choses à apprendre par cœur. Or, c'est comme ça qu'on vous présente les choses. Souvent, c'est comme ça qu'on se représente le lycée et les apprentissages souvent, comme une liste de choses à savoir. Mais en fait, c'est pas un savoir qui est récompensé. Même le jour du bac, c'est pas le savoir qui est récompensé. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Donc, retenez par cœur que ce qu'il faut absolument retenir par cœur. Et on l'a déjà vu en dissert, tu peux très facilement donner l'exemple pour la disserte. Pour une dissertation sur un programme, vous avez peu de choses à savoir par cœur. Vous avez 2-3 définitions, ou plutôt 2-3 éléments de définition par notion en philo, et un petit nombre d'illustrations. Je vous donne un chiffre maintenant, et ensuite on va y revenir en cours d'année, mais en disserte de philo, apprenez 25 à 30 illustrations, c'est parfait. Je sais que parmi vous, il y en a qui vont en apprendre 100, mais apprenez 25 à 30 illustrations, c'est parfait. C'est parfait, hein. C'est pas juste bien, c'est vraiment parfait. Et je dirais qu'entre 15 et 25, c'est déjà OK. Entre 15 et 25, vous pouvez avoir une excellente note en disserte de philo. Voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont en apprendre 100. Je sais qu'on va en débattre aussi, parce que vous allez me dire, non, mais moi je préfère en apprendre 80. Si vous avez cette force de travail, OK, hein. Mais rassurez-vous, ou plutôt attention, peut-être que vous dépensez un peu d'énergie là où il ne faut pas. Savoir par cœur n'est pas savoir, je vous l'ai dit au début et je vous le répète ici. Quelques techniques quand même pour apprendre des choses par cœur. Alors, vous connaissez sans doute déjà les boîtes de Leibniz, plus connues sous le nom aujourd'hui de Quizlet. Mais Quizlet n'est pas le seul outil, hein. En gros, c'est le fait d'apprendre avec des flashcards. Et lorsque vous faites ces quiz à partir de flashcards, lorsque vous savez déjà quelque chose, ça ne vous est plus proposé, ou ça vous est moins proposé. Lorsque vous n'arrivez pas à répondre à la question, cette question vous est plus souvent proposée. Vous êtes davantage proposé. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je vous le note ici si vous voulez vous y intéresser. Leibniz. Si je ne me trompe pas sur l'orthographe. Voilà. C'est excellent pour retenir des choses précises. Et en plus, ça vous oblige, à mon avis, c'est pas mal parce que ça vous oblige aussi à vous créer vos propres outils. Bon, là, j'en avais créé l'année dernière, hein, et vous pouvez en trouver plein déjà faits. Mais c'est pas mal de créer ses propres flashcards, ses propres connaissances. Rien que cette démarche vous permet d'apprendre. Autre technique. Je crois que celle-là, j'en ai pas encore parlé, mais il y en a plein dont je vous ai déjà parlé sur le serveur, donc je vais pas tout dire. Autre technique, c'est se poser des questions. C'est-à-dire ne relisez pas votre cours, mais repérez dans votre cours des éléments qui peuvent être transformés en questions. Voilà. Se poser des questions à soi-même ou à d'autres. Se poser des questions. C'est c'est une des choses qui permet vraiment de retenir les choses. C'est une des techniques qui permet de mémoriser particulièrement facilement. D'ailleurs, rien que le faire, ça fait la lecture ou la relecture de votre cours, ça la rend tout simplement beaucoup plus bénéfique pour votre mémoire. Rien que la démarche de transformer en question les informations que vous avez notées. Ok. Aussi, il y a une autre technique. Alors, elles peuvent être combinées, toutes ces techniques, mais vous connaissez peut-être le physicien spécialiste de physique quantique Feynman. Il a donné son nom à une technique d'apprentissage, de mémorisation. C'était un excellent prof, hein. Vraiment, c'était un prof particulièrement brillant et qui simplifiait, qui synthétisait des choses très très compliquées. Et je vous le note juste en mots-clés, vous pouvez approfondir. Je vous note un autre mot-clé, ça va être très simple, 8 ans. 8 ans. Parce que sa technique, c'est d'expliquer ce que vous voulez retenir et comprendre, l'expliquer à haute voix à un enfant de 8 ans. Alors l'enfant de 8 ans, il n'est pas obligé d'être, il peut être fictif, hein. Mais faites comme si vous l'expliquiez à un enfant de 8 ans. Et là, vous aurez compris. Et là, vous retiendrez aussi. Ça va beaucoup favoriser les choses. On peut le cumuler avec une technique dont quelqu'un a parlé, la feuille blanche. Ouais, la technique de la feuille blanche. C'est le moment où, avant de relire votre cours, avant de reprendre votre cours, votre fiche, votre manuel ou que sais-je encore, vous notez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez déjà retenu sur un sujet. Voilà.
Et ensuite, vous prenez votre cours ou votre document. Et ensuite, vous refaites le même travail. Vous reprenez une feuille blanche. Et là, vous allez pouvoir noter beaucoup plus de choses. Et vous allez loin. Vous prenez du temps pour vraiment mémoriser les choses. Vous n'avez pas le droit de revenir tout de suite au document du cours. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut beaucoup de discipline pour que ça marche. Je pense que c'est à ça que tu pensais. C'est Clara qui a parlé de la technique de la feuille blanche. Très efficace. Et c'est évidemment cumulable avec Feynman, avec Leibniz et avec le fait de se poser des questions. Mathis, il parle de Anki. Ouais, Anki, c'est peut-être mieux que Quizlet. C'est peut-être mieux. Bon, c'est un peu différent, mais globalement, c'est le principe de Leibniz. C'est la boîte de Leibniz, mais en numérique, quoi. D'ailleurs, la boîte de Leibniz, à la base, c'est un objet. C'est un objet qu'on se créait avec des petites cartes des petites fiches, des petites cartes en physique, quoi. Et c'est pas mal de faire ça parce que c'est kinesthésique. C'est kinesthésique, donc ça favorise la mémoire. Au fait, d'ailleurs, ça c'est un truc dont j'avais pas prévu de vous parler, mais il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps en plus, je crois, peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, qui m'a beaucoup rassuré sur un truc, sur la mémoire. Je crois que je vais la retrouver en tapant You're not a visual learner. Ouais, c'est ça, je pense. Ou alors, je sais pas si c'est la miniature ou la vidéo. Ouais, c'est ça. Regardez-la, regardez cette vidéo. Je vais le noter rapidement comme ça, je me souviendrai que je vous l'enverrai. Donc vous n'avez pas une mémoire visuelle, pour le traduire un peu idiomatiquement en français. Vous n'avez pas une mémoire visuelle. Vous avez une mémoire totale. Enfin, vous avez une mémoire dans tous les styles, de tous les modes. Et c'est le cas pour tout le monde. Vous avez peut-être des préférences, mais en réalité, les travaux de recherche scientifique montrent que notre mémoire peut être favorisée et sollicitée par tous les sens. Pas seulement par la vue, ou certains disent par l'ouïe. Non, c'est tous les sens qui fonctionnent. Donc je mets juste comme mot-clé pour me souvenir de vous donner cette ressource. Je mets juste le nom de la chaîne et je m'en souviendrai. Voilà. Et puis on arrive au 5e point. C'est un peu sur ça que je vais conclure. C'est clairement sur ça que je vais conclure. Là, j'ai noté M est infiniment inférieur à C et R. Et pour ceux qui étaient là à l'intro, ils savent ce que ça veut dire. Mémoriser a moins de valeur. Mémoriser donc, a moins de valeur que comprendre et résoudre des problèmes. Et ce que vous allez faire maintenant pour apprendre à apprendre, vous le faites déjà peut-être un peu, mais continuez à faire ça si vous le faites déjà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est arrêter de chercher à mémoriser, mais chercher à comprendre et à résoudre des problèmes. Pour comprendre, expliquer à un enfant de 8 ans, c'est excellent. C'est vraiment parfait. Pour résoudre des problèmes, je vais donner, ça va être un peu schématique ce que je vais dire, mais enfin ça va être un peu simplifié. Faites des annales. Travaillez les exercices qui ont été donnés aux examens et aux concours que vous préparez. C'est tout. Et vous allez mémoriser en plus. Mais mémoriser n'est pas important, mais vous allez quand même mémoriser. Donc, comprenez et résolvez des problèmes. Résolvez des problèmes, ça veut dire résolvez des problèmes de maths, de physique, si vous voulez progresser et si vous devez progresser dans ces matières. Et en disserte de philo, évidemment, on résout un problème philosophique. Donc, résolver des problèmes, c'est ça. Donc, ça, je voulais noter vite fait, je zoome un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il faut s'exercer en se mettant le plus possible en condition d'examen. J'ai noté les choses un peu vite, donc j'ai laissé traîner une faute ici. En se mettant le plus possible en condition d'examen et en fréquentant les annales ou les bons exercices, les meilleurs exercices trouvés sur Internet, donnés par vos profs ou dans des manuels. Trouvez les meilleures manières de vous entraîner. Moi, en français, je travaille beaucoup sur ça. Enfin, quand j'entraîne les élèves en français et en philo, je choisis très très bien, et franchement, c'est ce qui me prend le plus de temps et d'énergie, c'est le choix des choses que je vous donne à faire. Ne pas vous exercer sur des sujets de mauvaise qualité. Et un bon prof de maths, il fait pareil. C'est juste un prof qui a les meilleurs exercices. Enfin, qui est motivant aussi. Et il y a plein d'autres qualités chez un prof. Mais je pense que les très très bons profs dans toutes les matières, c'est les profs qui entraînent spécifiquement aux bons exercices
qui trouve les meilleures techniques d'entraînement et les meilleurs matériaux d'entraînement pour ses élèves. Et aussi qui réussissent à convaincre les élèves que c'est comme ça qu'on progresse et pas en faisant des fiches. Voilà. Au début, j'avais écrit et vous pouvez jeter 100% de vos fiches. Mais finalement, j'ai corrigé 80%. Parce qu'il y a 2-3 fiches que vous pouvez garder. Et vous pouvez continuer à faire 2-3 fiches, des mind maps. C'est pas si mal. Pas si mal. Mais la plupart, elles servent à rien. Surtout quand elles sont écrites toutes petites et que vous en avez des tonnes. Voilà. Ne multipliez pas les fiches. C'est pas absolument du temps perdu, mais ça commence à être du temps perdu quand vous en faites trop. Et quand elles sont trop serrées. Voilà. Alors, je prends maintenant les réponses à vos questions. J'ai terminé, c'était la conclusion. Ce 5e point que j'ai ajouté finalement 1 heure avant de lancer le live. En fait, ce 5e point, c'est ma conclusion. Pour apprendre à apprendre, et ça va être très clair, hein, pour apprendre à apprendre, ne cherchez pas à mémoriser, cherchez à résoudre des problèmes. Cherchez à résoudre des problèmes. C'est comme ça que vous deviendrez, ou que vous continuerez à être d'excellents apprenants. Donc je dis pas lycéens ou étudiants, mais apprenants. C'est-à-dire des gens qui continuent à apprendre dans la plupart des situations de leur vie. Et je considère que je suis à ce titre dans complètement de plein pied avec vous. Quelqu'un qui apprend, qui cherche à apprendre. Et beaucoup d'adultes, en fait, réussissent à apprendre, même longtemps après avoir quitté leurs études et le lycée. Les questions maintenant. C'est parti pour les questions. Mathis avait déjà posé une question. Est-ce que tu as répondu à cette question durant le cours? Est-ce que tu pourras l'aborder rapidement? Prise de notes à l'ordi ou prise de notes papier en classe? Ouais, c'est une très bonne question que je n'ai pas du tout abordée. Moi, là, malheureusement, ça va être une réponse un peu personnelle, mais je pense que c'est une bonne réflexion à avoir. Je prends mes notes au papier, je prends mes notes sur un cahier ou sur des feuilles, et maintenant, je prends mes notes sur ma tablette qui me suit partout. J'apprends beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'est pour la kinesthésie. Donc le fait de faire un geste, d'associer un geste à une sensation, le travail, la mémorisation et la concentration. Mais en fait, on peut très bien s'entraîner et je pense qu'on peut très bien le faire avec un ordi aussi. Et d'ailleurs, le travail à l'ordi, les prises de notes à l'ordi ne sont pas inefficaces. Ne sont pas inefficaces. Je connais pas mal de gens qui sont un peu hybrides. D'ailleurs, j'en fais partie, je pense, mais je favoriserais le papier. Voilà. On peut faire une transition. On peut passer, et c'est ce qui arrive souvent aux lycéens quand ils arrivent à la fac ou en prépa. Ils passent à l'ordi souvent. Hein. Ouais. La question de l'IA. Alors non, d'abord, le meilleur moyen de progresser en philo. Le meilleur moyen de progresser en philo, c'est pas un secret du tout. C'est pas un secret pour progresser en philo. Et d'ailleurs, je l'ai dit en fait tout à l'heure. Faites des dissertations. Commencez à faire une dissertation même si vous n'avez pas lu un seul livre de philo, même si vous n'avez pas eu un seul cours de philo, vous pouvez commencer à faire une disserte. Je parle de la disserte parce que vous savez clairement que je favorise la disserte, mais si vous voulez vous entraîner, si vous choisissez le commentaire, prenez la phrase que je viens de vous dire, mais mettez commentaire à la place de disserte. Faites des commentaires de texte. Voilà. Faites des commentaires de texte. La question suivante... Je pourrais peut-être approfondir un petit peu le meilleur moyen de progresser en philo. Mais comme la question était très précise, le meilleur moyen de progresser en philo, je l'ai donné. Mais si vous voulez que je complète un tout petit peu sur les autres moyens de progresser en philo, dans l'optique de réussir le bac, concentrez-vous sur les 17 notions au programme en ayant une définition très précise et surtout très bien comprise. Non pas juste su par cœur, mais bien comprise de chacune des 17 notions, en vous basant sur les notions qui tombent le plus souvent, ou les notions les plus importantes, parce qu'il y a des notions qui sont plus importantes. Dans ces 17 notions, il y a une hiérarchie, je vous la donnerai. J'ai déjà fait cette hiérarchie pour un autre élève, enfin pour des élèves l'année dernière, je vous donnerai ma hiérarchie des notions les plus importantes. Autre élément, ça c'est un truc qui est très négligé, c'est les distinctions conceptuelles. Je vous ai fait une fiche, c'est un peu faux de dire ça parce que je vous ai dégoté une fiche qui m'a été donnée par un autre prof, par un prof qui est un de mes amis, un prof de philo qui est génial sur les distinctions conceptuelles. Ça fait partie du programme
Et souvent, on l'oublie. Souvent, les profs eux-mêmes oublient que les distinctions conceptuelles sont très très efficaces pour réussir les dissertations et faire progresser votre pensée dans une disserte. Passer d'un grand 1 à un grand 2 ou d'un grand 2 à un grand 3 ou trouver un problème dans un énoncé de sujet, dans un sujet. Donc trouver le ou les problèmes. C'est souvent grâce aux distinctions conceptuelles. Je vous renvoie à ce que j'ai mis, au document que j'ai mis il y a peut-être 3 semaines dans le salon philo, dissertation plus précisément. Et enfin, dernier élément, et je m'arrêterai là pour cette question sur la progression en philo, c'est votre petit répertoire d'illustrations. Vous devez le peaufiner, ne pas vous disperser, reprendre les mêmes illustrations. N'hésitez pas à reprendre souvent les mêmes illustrations en les surutilisant, en les expliquant à nouveau et à nouveau, en les détaillant pour bien maîtriser une vingtaine d'illustrations plutôt que juste de connaître par cœur, d'être capable de recracher une cinquantaine d'illustrations. Non, comprenez et soyez capable d'expliquer une vingtaine d'illustrations, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je passe à la question suivante. Je pense que j'ai déjà donné pas mal de bons éléments pour la philo là. Utiliser l'IA pour apprendre, c'est une immense question et je vais pas faire trop long, tout simplement parce que j'avais prévu d'arrêter à 18h30 et j'ai quelque chose à faire après, donc je vais arrêter à 35 max. Utiliser l'IA pour apprendre, globalement, c'est plutôt un ennemi qu'un allié. Globalement, hein, c'est plutôt un ennemi qu'un allié, mais ça peut être un allié. C'est quand même souvent très très mal utilisé, même par des étudiants très avancés, même par des profs, c'est mal utilisé. Et parfois, c'est plus une facilité, surtout dans l'expression écrite, qui vous dessert, vraiment, hein, qui ne vous sert pas. Par contre, je me suis quand même penché sur la question et je crois qu'on peut développer des manières de rendre l'IA utile pour apprendre à apprendre. Mais pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Peut-être que quelqu'un qui sait très bien prompter ou qui utilise un logiciel de prompt, ce que je vous engage à faire, hein, si vous utilisez l'IA, au moins, ne sortez pas vos prompts de nulle part. Hein, utilisez moi, j'utilisais Prompt Engineer, je crois. Est-ce que c'est ça? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. En gros, c'est un... Ouais, c'est ça, je crois. Non, c'est pas ça. Prompt Engineer, c'est un métier apparemment maintenant. Mais je crois que c'est un logiciel dont le nom qui avait un peu ce nom-là. Vous expliquez ce que vous voulez à un logiciel qui, lui, va vous sortir les bonnes formules, les bonnes tournures de phrases pour que votre LLM, votre ChatGPT ou autre, hein, LLM c'est Large Language Model, je crois, ouais c'est ça. Alors là, il comprendra mieux ce que vous voulez. Et expliquez-lui tout ce que je vous explique maintenant. Dites que vous voulez pas juste retenir un truc par cœur, mais que vous voulez apprendre à apprendre et que pour ça vous voulez comprendre et résoudre des problèmes. Peut-être pourquoi pas, puisque si vous n'avez pas de camarade à qui expliquer votre cours pour le retenir et pour s'assurer de mieux le comprendre, peut-être que vous pouvez le faire avec une IA, ouais. Peut-être que vous pouvez l'expliquer à une IA. Bon, je m'arrête sur ce sujet. Mais en gros, c'est une mise en garde. La plupart du temps, ça vous dessert. Peut-être ça peut vous servir. Petite idée qui pop et après je m'arrête vraiment sur ce sujet. À mon avis, une IA comme ChatGPT, un LLM comme ChatGPT peut très bien vous servir de méthode de Leitner, pardon. Ouais, de méthode de Leitner. Mais bon, puisque Quizlet et Anki existent, peut-être que c'est pas la peine de demander à une IA de vous préparer des flashcards. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Charlène, tu peux la semaine pro ou pendant les cours nous proposer une disserte par semaine. Ouais, une disserte par semaine, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Je sais pas si vous aurez cette cadence-là, mais c'est vrai que vous êtes nombreux, donc peut-être que parmi vous, il y en aura qui pourront le faire. Mais ouais, bien sûr, ouais, je pourrais vous proposer une disserte. Ce qui est bien avec ton idée, Charlène, c'est que on travaillerait tous, on se pencherait tous sur le même sujet de disserte. Donc je vous balance pas 300 sujets de disserte qui me paraissent bien choisis, pas d'un coup, mais plutôt au compte-gouttes, des sujets auxquels on réfléchit en même temps. Franchement, je peux mettre ça en place dans ma routine. Hein. C'est un truc dont j'ai pas parlé, mais les routines de travail. Je vous montre un peu mon agenda. Il est pas parfait, mais faites-vous un agenda avec des rituels, des routines. Vous voyez que j'ai pas des sessions de travail très longues.
j'ai 2 heures par jour en ce moment. C'est pas grand-chose. J'ai une énorme pause. Bah, en même temps, c'est les vacances. J'ai un peu de sport, j'ai un peu de travail pour YouTube, mais c'est tout. Voilà, et puis des petites routines. Utilisez un agenda comme celui-là, hein, moi je pense que c'est une bonne manière. Vous pouvez le faire en format papier, mais mettez-y de la couleur. Mettez-y des choses récurrentes. C'est vraiment important, ouais. Le mien n'est pas un parfait exemple non plus, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui se superposent. Et c'est pas génial, ça. C'est pas génial. Voilà, petite autocritique, il est pas parfait mon agenda. Donc ouais, Charlène, pour répondre à ta question, tiens, bah, je vais le faire tout de suite. Allez, à partir de... mettons-le demain. À partir de demain, je vais me mettre... Soit je le mets en tâche, soit je le mets en événement. Je vais le mettre en événement. Envoyer un sujet de disserte, j'imagine de philo, hein, sur le serveur. J'ai pas la peine de préciser sur le serveur parce que c'est assez évident. Tac, je me mets une couleur. Au passage, pour ceux qui n'ont pas encore de Google Agenda ou qui ne connaissaient pas ces fonctions, je pense que là, je suis en train de vous donner un bon conseil, un bon exemple. Je vais le mettre en rouge. Non, j'ai déjà pas mal de rouge. Je vais le mettre plutôt... c'est pas une couleur très attrayante, mais je vais le mettre en graphite. Et je rends la tâche récurrente toutes les semaines, le mercredi. Voilà. Comme ça, j'y penserai. Autrement, je sais pas si j'y aurais pensé. Après, je peux compter sur vous, peut-être si vous êtes motivé, pour me le rappeler. Hein. Voilà. On est alliés dans ce travail-là, donc n'hésitez pas à me le rappeler. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'il y a des thèmes qui tombent plus que d'autres. Ouais, tu veux parler des notions. Oui, il y a des notions qui sont fondamentales. La notion de liberté est hyper importante. La notion de temps, ce sont 2 notions qui sont inscrites au même titre au programme. Hein. Le temps et la liberté. Ou le bonheur, pire encore. Encore plus important, le bonheur, c'est au programme, de même que le temps. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup plus de sujets qui vous invitent à parler du bonheur que de sujets qui vous invitent à parler du temps. Donc oui, il y a bien une hiérarchie des notions à connaître et surtout de à quel point les connaître en profondeur. Question suivante. Est-ce que la méthodologie de la philosophie est la même que celle du français? Ouais, j'avais déjà brièvement répondu à cette question au début de l'été. Globalement, vous allez énormément vous aider de la méthodo de l'année dernière. Surtout si vous avez suivi ma méthodo. Celle qui ne fait que des dissertes dialectiques ou au moins critiques. Bon, sachant qu'évidemment, je me permets une toute petite auto-promo en cette fin de webinaire. Je ne l'ai pas du tout conçu ce cours hein, comme une manière de vous faire payer des cours particuliers. Hein. Mais là, je me permets juste une toute petite auto-promo. Tout ce que je vous dis sur le salon, franchement, c'est pas grand-chose. Sur les salons, sur le serveur, en vrai, c'est pas grand-chose par rapport à ce que j'apporte aux élèves en cours, que ce soit en cours en groupe ou cours individuel, surtout, je dirais surtout quand les élèves commencent en septembre ou pas trop tard dans l'année. Voilà. Surtout quand ils commencent en septembre. C'est difficile d'estimer le pourcentage, mais je peux vous donner encore plein de ressources, je peux vous donner encore plein de conseils. Ce sera pas grand-chose par rapport à ce que j'investis d'énergie, d'efforts, par rapport à tout ce qui se passe pendant les vrais cours particuliers, individuels ou collectifs. Voilà. C'était juste le petit instant auto-promo, sachant qu'évidemment, le serveur restera actif, tout aussi actif et tout aussi gratuit qu'avant. Voilà. Il y a un salon pour le grand oral. Pour l'instant, non, je crois, mais tu peux en parler dans les salons dédiés à des spécialités. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de salon pour le grand oral. Bien vu. Bien vu. Peut-être qu'on va faire un salon, mais un salon forum pour le grand oral. Et là, on peut avoir une dispersion quand même des sujets parce que c'est vrai que si votre grand oral, vous l'avez choisi, je sais pas, en physique, bah, vous allez peut-être vouloir en parler dans le salon physique. Et donc, on va faire ça. En gros, on va faire un salon forum grand oral juste pour les éléments de méthode qui correspondent vraiment au grand oral. Très rapidement, par exemple, les éléments de gestion du temps pendant votre prise de parole lors du grand oral. Ça va être dans un salon grand oral. Mais pour le détail, si vous voulez parler de votre préparation du grand oral et que ça concerne, mettons, là je prends un autre exemple, HGGSP, bah, vous allez en parler dans le salon correspondant. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de temps maintenant, puisqu'il est 18h36, donc j'y vais. De toute façon, je me reconnecte un peu ce soir. Je sais que j'ai du pain sur la planche parce que
Je vais vous faire une liste de toutes les références que j'ai évoquées. Il y en a qui n'étaient pas là au début, il y en a qui n'étaient pas là à la fin. Il y a plusieurs références que j'ai évoquées rapidement qui méritent, je pense, d'avoir leur place sur le serveur. Cette référence, je pensais pas à cette référence. Hein. Même si, franchement, pourquoi pas. Réussir son année de français en première, mais bon, c'est plutôt pour l'année dernière, puisque je crois que vous êtes tous en terminale là. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Et puis merci beaucoup. Et puis on se refait, je pense, on se refait probablement un appel de ce style avant la rentrée. Un webinaire de ce style un peu avant la rentrée. Voilà. Avec évidemment un contenu un peu différent, évidemment. Salut, je vous dis à bientôt.